Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la semaine à retenir. Et oui, je m'excuse pour tout évidemment les fans du jour à retenir qui se disent mais Zimbabwe, quand est-ce que tu vas faire ton 100e épisode? Enfin, depuis le temps qu'on attend, et là du coup tu peux pas le faire et c'est chiant. Mais je comprends, mais aussi moi j'ai plus de vie, je peux pas faire une vidéo par jour, c'est trop dur. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un épisode de la semaine à retenir. Mais vous inquiétez pas, le jour à retenir ça reviendra. Après, évidemment, le jour important, on verra, parce que 15 minutes, c'était un peu long, hein, vous en conviendrez. Enfin bon, en tout cas, on se retrouve pour un nouvel épisode de la semaine à retenir. Pour le 23 septembre, c'est l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme, Otto von Bismarck, donc, dont on a déjà parlé, hein, évidemment, devient ministre-président de Prusse le 23 septembre 1862. Je vous rappelle que l'Allemagne n'existe toujours pas en 1862. Et donc, en fait, Bismarck arrive donc au pouvoir dans un contexte un petit peu compliqué, le conflit constitutionnel prussien. Donc voilà, dans les années, au début des années 1860. Pourquoi il y a un conflit constitutionnel prussien? C'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de révoltes en 1848. Et du coup, en Prusse, ça a eu pour conséquence le fait qu'on avait donc une assemblée et du coup le pouvoir était plus parlementaire. Le problème, c'est qu'en fait, c'était pas vraiment clair, la constitution n'était pas assez claire, et du coup, en fait, on avait d'un côté un pouvoir plutôt conservateur avec Guillaume Ier, et de l'autre, on avait un parlement qui était plutôt libéral et qui voulait faire plus une monarchie constitutionnelle. Et dans tout ça, on a évidemment l'armée prussienne, voilà, un projet de reconstitution de reformation de l'armée prussienne et qui était refusé par les libéraux. On se demandait si c'était l'armée du roi ou l'armée du pays. Enfin bref, un truc hyper compliqué, à tel point que même Guillaume I a failli abdiquer en faveur de son fils Frédéric III qui était beaucoup plus libéral. Du coup, ça commence à être la merde pour les conservateurs. Et du coup, on a Albrecht von Roon, donc un homme très important à retenir aussi parce que ça a été un des fondateurs un des mecs qui a contribué à la création de l'Allemagne, donc qui propose à Guillaume I de nommer Bismarck donc comme ministre au président. Et le roi accepte. Et du coup, Bismarck, il arrive à gérer la crise avec le concept de Lückentheorie, la théorie du vide juridique. En fait, c'est très simple. Comme la constitution prussienne, en fait, ne prévoit pas le cas où le Parlement ou le roi n'arrive pas à trouver un accord dans un domaine, en fait, il y a un vide juridique à exploiter. Et du coup, Bismarck, il dit qu'en fait, il y a que le roi qui peut décider de la constitution en Prusse, et du coup, son avis doit prévaloir sur celui du Parlement. Et comme le ministre-président, c'est-à-dire Bismarck, est l'exécutant du roi, c'est-à-dire que Bismarck a la suprématie par rapport au Parlement en cas de conflit. C'est magnifique, cet homme est parfait, et donc il a trop géré, évidemment, et c'est le début d'un long règne, hein, évidemment, presque un règne, hein, évidemment, parce que ministre au président pendant 10 ans, puis pendant 16 ans, il y a Roon à un moment qui a été là pendant quelques mois, et en plus, après, Bismarck est devenu chancelier impérial d'Allemagne jusqu'en 1890. C'est vous dire un petit peu l'homme. Donc vraiment, un homme à retenir, et c'est quand même très intéressant ce concept de Lucan Theory. Putain, on en est déjà à 3 minutes, ça va, je suis désolé, je suis trop lent là. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire, non, pour le 24 septembre, c'est l'anniversaire du référendum sur le quinquennat présidentiel, 24 septembre 2000, donc il y a 19 ans. Donc un référendum intéressant parce qu'en fait, c'est sur donc le temps de mandat d'un président. Parce que vous savez, le septennat a été utilisé pendant très longtemps en France. En fait, il date de Patrice de MacMahon, hein, voilà, donc au début de la Troisième République. Quand même, ça remontait à pas mal de temps. Puis ensuite, pendant la Cinquième République, on avait toujours le président qui faisait 7 ans de mandat. Le problème, c'est qu'en fait, ça faisait un peu long, hein, parce que quand même 7 ans, c'est très long. Hein. Vous imaginez, par exemple, dans pas mal de pays, c'est 4, dans d'autres, c'est 5, mais 7, c'est quand même très long. Et surtout qu'on avait Mitterrand qui avait fait 2 mandats de 7 ans, et c'était interminable. Et aussi, en fait, à chaque fois, à chaque septennat, du coup, on avait une cohabitation qui se créait parce qu'en fait, les Français, on avait tout le temps marre de celui qui était au pouvoir et du coup, on avait un mec de gauche avec un parlement de droite. Enfin, du coup, c'était super chiant pour gouverner. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a Chirac qui fait un référendum, voilà. Est-ce que vous êtes pour le quinquennat? Donc, c'est-à-dire, au lieu de 7 ans, on fait 5 ans. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ira à 5 ans? C'est parce qu'en fait, pour les élections législatives, c'est 5 ans. Et du coup, c'est super simple parce que comme ça, après ça, on peut faire une présidentielle plus juste après une législative. Et du coup, en fait, comme ça, on peut gouverner très facilement étant donné que les opinions vont pas changer en un mois. Et du coup, on aura un mec, si on a un mec de droite qui est élu, non, juste un mois plus tard, il aura une assemblée de droite et il pourra gouverner dans le plus grand des cas. Et du coup, ça a été accepté, évidemment. Bon, 30% des votants, un détail, mais du coup, 73% de oui. Et du coup, depuis, le président donc est élu pour 5 ans. Mais du coup, il y a du bon et du moins bon, parce qu'il y a du bon,
parce que comme ça, du coup, il peut, c'est un petit peu plus, c'est-à-dire que c'est plus facile à gouverner, il y a plus de cohabitation. Mais de l'autre côté, du coup, on se retrouve avec un mec, avec des législatives qui sont beaucoup moins utiles, parce que comme ça a eu lieu au même moment que les présidentielles, on voit pas vraiment l'intérêt. Donc, il y a du bon comme du moins bon. À vous de faire votre avis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce qu'on a appelé la paix d'Augsbourg. Donc, qu'est-ce que c'est que la paix d'Augsbourg? Un compromis qui suspend les hostilités entre les États luthériens et les États catholiques dans le Saint-Empire romain germanique. Parce que vous le savez, le XVIe siècle, c'était pas fou, quoi. C'était vraiment le gros bordel, hein, évidemment. Hein, parce que avec la réforme, évidemment, et du coup, on avait le roi Charles Quint qui voulait absolument enlever ça. Mais comme il n'y arrivait pas du tout au final à arrêter les protestants, et bah, du coup il décide de faire une paix entre les deux. Du coup c'est quand même un aveu de faiblesse et d'ailleurs un an plus tard il a abdiqué, hein, Charles Quint. Elle est un peu triste la fin de sa vie à Charles Quint. Mais bref, et du coup en fait c'est une paix donc qui a pour principe le suius regio eius religio. Donc je crois que c'est comme ça que ça se dit, donc du latin évidemment. À chaque région sa religion. Donc c'est-à-dire voilà, la religion d'un peuple doit être nécessairement celle de son souverain. Donc plutôt intéressant, voilà, comme concept, hein, évidemment, qui se défend. Et du coup, voilà, donc c'est le début d'une paix, hein, enfin d'une paix entre parenthèses, parce qu'évidemment il y avait toujours de grosses tensions, mais d'une paix quand même entre les États luthériens et les États catholiques. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et donc c'est une paix donc qui a duré à peu près des dizaines d'années jusqu'en 1618 et la célèbre défenestration de Prague qui donne lieu à la guerre de 30 ans, un gros conflit dont on a déjà parlé. Mais bon, en tout cas on voit déjà que enfin, c'est un peu une paix entre les protestants et les catholiques, mais qui n'a pas fini évidemment, et c'est le début, hein, évidemment, de gros conflits en Europe, parce que plus le temps passait, bah, du coup, plus les protestants ils gagnaient du pouvoir. En fait, cette paix, ça a été très bien pour les protestants et moins bien pour les catholiques, qui perdaient leur suprématie. Donc, à retenir. Donc pour le 26 septembre, c'est l'anniversaire de la célèbre, non en fait pas très célèbre, de la fausse alerte nucléaire soviétique de 1983. Donc un accident survenu qui aurait pu déclencher une guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup comme ça, des attaques nucléaires évitées de justesse, hein, évidemment, vous serez ravis de l'apprendre, hein, évidemment. Donc il y en a eu à partir des années 50 et la dernière a eu lieu en 2010. Mais bon, en tout cas, en 1983, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a cet homme, Stanislav Petrov. Donc en gros, le 26 septembre, bon, en fait, lui, c'est un officier de garde sur la base d'alerte stratégique d'un truc, voilà, et à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. Et en fait, cette base était chargée de recueillir les informations de satellites soviétiques surveillant d'éventuels tirs de missiles nucléaires contre l'Union soviétique. Et à minuit, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a le satellite qui annonce voilà 4 tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Donc un truc plutôt qui pue la merde, quoi. Et du coup, Petrov, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il faut dire il y a eu ces tirs, il faut riposter, ou est-ce qu'il dit il faut pas? Et du coup, Petrov, évidemment, il réfléchit quelques instants, et devant le faible nombre de missiles détectés, il désobéit à la procédure et indiqua à ses supérieurs qu'il s'agissait selon lui d'une fausse alerte. Son avis fut suivi et permit ainsi d'éviter une riposte nucléaire qui aurait pu être sur le point de commencer d'un conflit nucléaire ouvert. Donc je peux vous dire que quand même ça aurait pu être la merde, hein. Bon après il a pas vraiment eu de problème, juste on lui en a voulu parce qu'en fait on a dit que c'était de sa faute s'il y avait eu cette erreur. Bon, pas vraiment, mais bon, après il est resté dans l'ombre très longtemps parce qu'évidemment cet événement il a été caché par l'Union soviétique, hein, et du coup après il a quitté son poste, voilà, ça a été rendu public en 98 et puis il a reçu une décoration et c'est comme ça que ça s'est fini. Mais bon, tout ça c'est intéressant parce que ça montre que bon on a des gens normaux, voilà, comme ça, comme vous et moi, qui peuvent d'un coup avoir une responsabilité énorme, hein, évidemment, et c'est intéressant de voir que il y a toujours des petits gens qui peuvent faire des choses avec de grandes conséquences. Et ça, c'est quand même sympathique, hein, parce que s'il avait dit oui, évidemment, il y a eu une attaque pour faire quelque chose, hein, qu'est-ce qui se serait arrivé? Bah, nous ne le saurons jamais, hein, évidemment, et c'est mieux ainsi, peut-être. Donc, on en est à 9 minutes, hein, de vidéo, je suis désolé, on met peut-être un peu de temps. Donc, pour le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. N'est-ce pas magnifique le tourisme? Donc le tourisme, qu'est-ce que c'est? Le fait de voyager pour son plaisir hors de ses lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire. C'est aussi un petit secteur économique, mais ça c'est un autre détail.
Et donc la Journée mondiale du tourisme, donc elle existe depuis 1980, donc voilà, donc une quarantaine d'années hein, évidemment. Et donc en fait cette date a été retenue parce qu'elle marque un échelon important pour le tourisme mondial, l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, le 27 septembre 1970. Et du coup le principe de cette journée, hein, c'est de faire prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. Et le slogan en 2019, alors je crois que le pays de 2019 c'est l'Inde et je crois c'est l'emploi avec le tourisme, bon, un truc voilà super. Mais donc enfin réfléchissez sur le tourisme déjà. Hein, voilà, si vous avez déjà fait du tourisme dans votre vie, mais je pense que c'est possible parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font du tourisme en France, hein, et je pense que vous êtes français, vous qui m'écoutez. Peut-être que vous êtes francophone. Mais bon, je pense que la majorité font quand même du tourisme. Et évidemment, hein, voilà, hein, bon, si on peut avoir quelques petits chiffres, les destinations touristiques mondiales, la France est première. Ouais, je sais pas si vous le saviez, mais oui, la France est donc le pays le plus visité en termes de tourisme au monde. Suit ensuite l'Espagne, pas très loin, puis les États-Unis, et puis après derrière quand même la Chine, l'Italie, puis ensuite loin derrière Mexique, Royaume-Uni, Turquie, Allemagne, Thaïlande. Hein. Et bon, après ça fait très longtemps que la France est première, mais elle se fait quand même de plus en plus rattraper par l'Espagne et les États-Unis. Intéressant tout ça. Mais bon, en tout cas, le tourisme, c'est quelque chose bon, qu'on a tous fait sûrement au moins une fois. Et donc, je pense quand même que c'est toujours intéressant de s'intéresser à cette journée mondiale. Donc, à retenir. Et donc pour le 28 septembre, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, de la mort de Pompée. Est-ce que vous connaissez Pompée? Pompée, alors en fait c'est un mec en fait qui est très important donc dans l'histoire romaine, dans de ce qu'on a appelé le premier triumvirat. En fait, il avait partie de cette organisation. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une alliance politique entre les trois gros BG de l'époque. On a César, on a Crassus et on a Pompée. Donc vraiment les trois gros BG. Bon, le plus connu aujourd'hui c'est César évidemment. Bon après pour nous c'est normal parce qu'il a envahi la Gaule. Donc Crassus, il était super riche, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit riche comme Crassus. Et Pompée, bah, il a fait pas mal de trucs, donc plus vers l'Orient et tout, de grosses conquêtes aussi. Et donc c'était un gros BG. Mais ensuite, bon, le triumvirat, il s'est arrêté parce que Crassus, il est mort. Puis ensuite, on a la fille, enfin, Pompée était marié à la fille de César et elle est morte et du coup, ils ont commencé à se détester. Et du coup, il y a eu une guerre civile parce que César, évidemment, il voulait plus prendre le pouvoir, devenir dictateur. Et du coup, Pompée, il a voulu faire la guerre contre lui, sauf qu'il s'est fait battre. Puis ensuite, donc, il était en Égypte et donc, voilà, il y a des mecs voilà, qui lui disent de monter sur une barque. Enfin, c'était un mec qu'il connaissait. Du coup, Pompée, il y va. Et puis, il se prend des coups de couteau dans le dos. Enfin, il meurt comme une merde. Il se fait décapiter. Enfin, un truc totalement horrible. Et d'ailleurs, quand César est venu, bah, il était pas du tout au courant que Pompée était mort. Et quand il a pris sa mort, bah, il est devenu très triste, hein, parce que quand même, les deux restaient quand même plutôt amis, hein, au début. Et du coup, il a même condamné à mort ceux qui l'avaient tué. Mais en tout cas, c'est la mort d'un homme, une mort plutôt triste, hein, évidemment, parce que le mec aurait pu être César, et au final, il c'est resté Pompée. Donc, dommage, il aurait pu avoir un bon truc, mais il est mort avant. Mais bravo à Jules César. Et enfin, c'est l'anniversaire, donc pour le 29 septembre, des accords de Munich, hein, évidemment, donc des accords plutôt connus, évidemment, donc signés entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Bon, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, le contexte, c'est très simple. Bon, on a la crise des Sudètes, c'est-à-dire l'Allemagne est dans un délire de pan-germanisme, c'est-à-dire on envahit le plus de pays possible, enfin on envahit tous les pays avec un petit peu de minorité allemande. Et du coup, il se dit, hey, je vais envahir les Sudètes, donc c'est-à-dire une petite région en Tchécoslovaquie. Et du coup, bah, il dit, ouais, bon, je fais ça. Et en fait, bah, les démocraties au début, elles voulaient pas du tout. Et au final, bah, elles acceptent pour éviter la guerre. Et du coup, Hitler, bah, en fait, il peut envahir la Tchécoslovaquie. Puis quelques mois plus tard, en fait, il va totalement envahir juste la République tchèque. Puis il va créer un État tampon, un État fantoche en Slovaquie. On en avait déjà parlé. Mais en tout cas, bon, évidemment, c'est encore une fois, parce que déjà quelques mois avant, il venait d'envahir l'Autriche dans le plus grand des calmes. Bon, déjà, on voit très bien que, enfin, c'était un événement où on sentait déjà que la guerre allait arriver. Et évidemment, c'est un gros coup dur hein, pour les démocraties occidentales. Et c'est un bon coup pour Hitler, évidemment, qui est encore renforcé. Hein. Jusqu'où ira-t-il hein? Cling, 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 cling. À retenir.
Donc voilà les 7 événements de la semaine. Donc on a Otto von Bismarck qui devient chancelier d'Allemagne en 1862. On a donc le référendum sur le quinquennat présidentiel en 2000. On a donc la paix d'Augsbourg en 1555. On a la fausse alerte nucléaire soviétique en 1983. On a donc la journée mondiale du tourisme depuis 1979. On a donc l'assassinat de Pompée en -48 et on a les accords de Munich en 1938. Voilà ce qui se passe du 23 au 29 septembre. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. On se reverra. Bisous.